Cette semaine à l'émission, drogue, alcool, tabac, les habitudes de consommation de ces substances évoluent beaucoup depuis quelques années, pour le meilleur et parfois pour le pire. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré aux substances licites et illicites, la drogue, l'alcool, le tabac, c'est pas la vapoteuse. On parlait pas de la substance comme première catégorie de l'être. Il y en a qui sont licites. mal préparé. Elle y a pensé depuis une semaine à sa blague. Non, mais il y en a qui sont licites ici. Ah, Mais il y en a qui sont illicites ailleurs. Oui! Wow! OK, alors ça commence fort. On voit... Alors, je pense qu'il faut tout de suite mettre quelque chose au clair. Ici, il n'y a personne qui est sous influence. Non. Non, présentement, non. OK. Ça dépend de quoi? Sous l'influence peut-être de l'Esprit Saint, on l'espère. On l'espère. De la théine, de la caféine. Ah non, moi, j'en ai pas pris. C'est une drogue. J'ai pris de la caféine il y a quelques minutes de ça. Donc, oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis sous influence de la caféine. Moi, je suis sous l'influence du sucre. Là. J'ai fini le Paris-Brest ce midi là, qui traînait dans le frigo. Aïe, aïe, aïe. Et, Là, t'es sur ton high de sucre. ouais, je sais pas. J'étais Il va y avoir un down. Oh. Celle que vous entendez, la douce voix c'est la douce voix de Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Salut, Antoine. Ex-cocaïnomane. Oui, alcoolique, cocaïnomane, sexolique, outremangeuse, dépendante affective. Outremangeuse, c'est quoi? C'est quand tu manges trop. OK. C'est une maladie, ça aussi. Tu peux manger trop puis pas manger assez. Tu peux parler un petit peu plus fort. Ah oui? Ah oui, ah oui. Je parle pas assez fort. Ah non, mais on me c'est pas dit grave. toujours que je parle trop fort. Non. Mais... Profites-en. Non, mais c'est le fun. Non, mais c'est parce que ça s'en venait comme un peu... Ah oui, c'est ça. C'est parce que c'est les confidences. C'est le ton qu'elle prend quand intériorité. C'est ça. Donc, Brigitte Bédard, Oui. mais là, tout ça, c'est du passé, mais Oui. tu vas nous en parler de ton passé, Oui. j'espère. Oui. Journaliste au Verbe. Oui. Aujourd'hui, ici. Est-ce que c'est tout du passé? De quoi? Ben, on va Ben oui. décortiquer ça. OK. Ouais, non, c'est ça. je me donne je veux plus pas la laisser gueule, planer de- là. ouais. Ah non, OK. Ouais, faut pas voler de punch. Là. Ah ben quoi, écoutez l'émission jusqu'au bout pour le découvrir. James Langlois, bonjour. Salut, Antoine. Je vais te laisser faire ton pédigré. Là, l'autre fois, c'était nous pour l'émission Sexe. Là, tu nous présentes-nous pas comme des spécialistes quand même des substances comme tu le fais pour le sexe. Là. Alors, c'est ça. On il y a- était-tu des Il y a spécialistes? de quelques sexe? mois de ça. En fait, c'est la dernière fois que vous avez été... Je vais terminer les présentations. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Antoine, salut. Doctorante en philosophie. On ne sait pas si ça va aboutir un jour, cette affaire-là. Alors, J'attends la soutenance. Avis à l'UQAM. Ah ouais, écoute. ah ouais. on se déniaise. Mais aussi enseignante en philosophie au Grand Séminaire de Montréal. Et un peu spécialiste de la drogue parce que Oh! en secondaire 5, moi j'étais au programme d'éducation internationale, on avait un projet personnel là, pour clôturer toute notre secondaire qui Ouais. allait être approuvé au siège du PEI là, en Suisse. Et mon projet, c'était sur la drogue. Ah! Mais c'était quoi? Ouf, c'était un peu bizarre. Là. Je pense que j'en fumais pas mal quand j'ai écrit ça. Mais c'était comme une... Je voulais réfléchir à l'impact de la drogue sur notre vision du monde, puis je comparais les psychédéliques et les stimulants. À l'époque, on m'avait dit que ça avait quelque chose de philosophique. Ah, tu vois. La vocation Et t'avais hâtive. un peu... Ouais, c'est ça. Ça s'est précisé un peu plus tard. Ouais. Donc, James Langlois, t'es journaliste pour Le Verbe, Oui. mais t'es pas un spécialiste de la drogue. Ben, j'ai pas toutes les omanes que Brigitte a, là. Ni ma grande étude de secondaire. Non plus. Mais j'ai touché à bien des choses, là, mais je suis pas allé Aussi loin. aussi loin que Brigitte, je pense. Fait que là, on disait il y a En tout cas, quelques je suis pas secondes... devenu dépendant comme Brigitte. Ou bien je suis pas allé dans les mêmes meetings que Brigitte, mais juste... On va en parler du meeting aussi. Je veux vous entendre J'ai là-dessus. fait full meeting. Ouais, du meeting, Ça des m'a- rencontres de AA, NA, SA... tout. CA, OA, Ok, name it. wow. J'étais Il y en a longtemps- plein, là. J'ai été longtemps observateur d'un meeting, par exemple. C'est vrai? Mais pas comme père. Parce que petit, j'accompagnais ma grand-mère, Comme dans Fight qui, elle, Club. n'était pas alcoolique non Mais plus. non. Comme dans le film Fight Club, le gars, il va dans les meetings. Mais j'étais enfant, j'étais le seul enfant, là, puis j'ai appris bien des affaires. T'accompagnais quelqu'un qui avait pas d'affaires là.
Ben, ma grand-mère, elle allait là. Elle a commencé à aller dans les Al-Anon, là, ceux qui avaient des maris alcooliques. Ceux qui vivent avec une personne alcoolique. C'est ça. Mais après, elle a commencé à aller dans les réunions d'alcooliques anonymes parce qu'elle était proche des gens puis elle aidait les gens qui étaient là-dedans. Donc, tu as grandi dans les salles de meeting. Oui, fait il y a plein de soirées où j'ai eu une bonne partie de mon enfance où je l'ai passée dans les salles de meeting. Okay. Ouais. Donc, tu vis 24 heures à la fois. Bien, nécessairement. Non, mais la prière des alcooliques anonymes, c'est une très belle prière. Ah, la prière de sérénité. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, la sagesse d'en connaître la différence. Exact. Ouais, c'est très beau. Mais moi, j'ai un grand respect pour Bill et Bob, les fondateurs d'Alcooliques Anonymes, qui est un programme spirituel en 12 étapes. Hein, mais moi, je ne le savais pas à l'époque, là, mais qui a quelque chose de jésuite là-dedans. Là. C'est de la pédagogie. Mais c'était des protestants, ceux qui ont parti ça à l'origine. Oui, des Quakers. Mais il y avait aussi un petit côté jésuite. Là, mais voilà, c'est un cheminement spirituel, en fait. Moi, l'affaire que j'aime, c'est qu'on s'identifie beaucoup à son problème. Je suis alcoolique. Tu l'as dit un peu tantôt. Oui. Je suis alcoolique, je vais rester pour toujours. Oui, c'est parce que dans la tête... le vice est une seconde nature. C'est parce que dans la tête des addicts, tu t'as tellement refusé, tu étais dans le déni toute ta vie. Le déni est tellement fort que tu t'as beau te le marteler. Il faut que tu te le martèles. Quand tu l'as admis une fois, il ne faut pas que tu oublies parce que tu es porté à l'oublier. La dernière fois qu'on était tous les quatre ensemble sur le plateau, c'était pour parler de vos vies sexuelles. Pourquoi nous? Ben, je sais pas. Ça a l'air qu'on va faire un part drogue. Faut récidiver. Ouais, c'est ça. Peut-être rock'n'roll, le prochain épisode avec vous trois. Mais en tout cas, j'invite les gens à aller écouter cet épisode-là. Ça avait suscité beaucoup de discussions dans les chaumières, notamment en ce qui concerne... Il va-t-il avoir une partie 2? Antoine, Malenfant! Non, mais vous, je pense qu'il pourrait avoir une partie 2 parce que, tu sais, je pense qu'au moment où, tu sais, toi, t'étais un peu postpartum, toi, t'étais dans une phase de ta ménopause, tu sais, pas si agréable. Non, vraiment pas. Puis là, il y avait James coincé entre les deux qui disait, ben là, on essaie de proposer une vision positive de la sexualité, mais là... C'était très positif. Moi, dans ma tête, ça n'avait pas de l'air le fun pour personne. Ça avait pas l'air moi, j'ai pas parlé. Fait que mais moi, je disais pas que c'était pas le fun. Je disais juste que... Et quand même, là, je pense pas qu'une fille ressent du désir du même niveau qu'un homme, tout le temps. Ben non, il y a quand même une variation dans le temps. Oui, voilà, il y a des variations, puis j'étais dans obligé de revenir sur le sujet. Mais on a surtout retenu de ce que tu as dit, la fille ressent pas de désir. Dans la phrase, là. Mais c'est peut-être vous, hein, les gars, qui êtes... non, mais les commentaires que j'ai reçus, ça venait de personnes... de la gente féminine. Mais là, fait que là, aujourd'hui, on veut-tu que les gens retiennent que la drogue, c'est pas le fun? Ben, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Ça appartient aux gens, ça. Moi, voilà, qui interprètent ce qu'on dit. On n'est pas une émission à thèse. Non. Non. Mais oui, la drogue, c'est le fun. Sinon, il n'y aurait pas tant de monde qui en prend. C'est ça. Bon. Mais oui, c'est mauvais. Mais oui, c'est mauvais. On a tout dit. Non, mais est-ce que toutes les drogues s'équivalent? On fera peut-être quelques distinctions intéressantes, surtout dans le deuxième segment. Mais pour commencer, moi, j'ai envie que tout le monde à la maison vous connaisse un peu mieux dans votre rapport aux substances ou à la substance, là, pour Laurence, qui nous a préparé une thèse plus philosophique, forcément. Mais je commence avec toi, Brigitte, parce que tu es déjà un peu lancée quand même là, sur le sujet. C'est quoi ton rapport à la drogue en général dans ton histoire? Ben écoute, j'ai adoré la drogue. Moi, j'ai vraiment... tripé. J'ai commencé jeune. J'avais 11 ans la première fois que j'ai fumé une cigarette. Puis tout de suite après, c'était du pot, du hash. Puis le LSD a suivi pas longtemps après. Ça escalade vite. Là. J'ai beaucoup aimé les drogues hallucinogènes. Ah ouais? J'en ai pris beaucoup. Puis, ben peut-être beaucoup. En tout cas, pour moi, tout est relatif, là. Puis, je pense qu'à 17 ans, j'ai commencé la cocaïne. Puis ça aussi, j'ai beaucoup aimé, mais... Ah, on a commencé à même âge. C'est vrai? Oui, mais on n'a pas le même âge. Non, c'est vrai. Puis, mais je pense que c'est la cocaïne qui a précipité mon bas fond. Ta descente. Oui, vraiment. Où là, ça agit tellement sur les synapses et tout ça que très vite, je suis tombée en dépression. Puis, j'ai commencé à faire du meeting, j'avais 22 ans.
Fait que j'ai La pas cocaïne, parce que consommé super longtemps, mais je pense que quand t'es sur la coke... C'est un stimulant très puissant qui occasionne après des downs ou des bas aussi profonds que les hauts sont hauts. C'est ça. Fait que ça a cogné dur. Mais je peux dire que je suis de tempérament addictif. OK. Mon tempérament, il est comme ça. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte bien des années plus tard, parce que quand j'ai arrêté de consommer de la drogue, bon, j'ai commencé à faire du meeting, ça m'a beaucoup aidé, j'ai commencé à travailler sur moi, blablabla. Mais j'ai pas mis Dieu dans ma vie tout de suite, malgré que dans les meetings, on dit tout de suite. Faut que tu mettes Dieu dans ta vie. Parce que si tu te détruis comme ça, c'est parce que tu as une blessure spirituelle. Ah. Tu n'as pas de sens à ta vie, puis... Fait qu'il faut que tu travailles ton côté spirituel, ta vie spirituelle. C'est ça qu'il faut que tu alimentes. Puis moi, à j'ai 22 ans, tu as commencé à travailler ça ou pas en tout? J'ai mis ça de côté. Moi, OK. j'ai fait des affaires de croissance personnelle. J'étais beaucoup dans la psychologie, puis un petit peu dans le New Age. Ça me nourrissait pas vraiment. C'était assez superficiel, le New Age. Fait que... Mais tout de suite, moi, je suis tombée dans le sexe, tu sais. C'est une autre substance, ça aussi. Fait que je me suis mis à consommer des personnes. Puis là, je suis allée, il n'y en avait pas assez de gars, fait que je suis allée voir les filles en même temps, tu sais. Fait que je consommais des gens, tu sais, mais encore là, je me suis lancée à fond là-dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du meeting SA, sexualité anonyme, ça existe, là, à un moment donné. C'était le même pattern, le même patron de comportement. La même affaire. C'est ça, tu parles de ton tempérament, mais quelqu'un passionné qui va au fond de tout, tu sais. Puis quand j'ai arrêté de consommer des personnes parce que j'étais plus capable puis que j'ai pogné un méchant dent, j'ai commencé à bouffer comme une malade, tu sais. Fait que j'ai pris je sais plus combien de kilos. Puis là, ben j'ai commencé à faire du OA, outre-mangeur anonyme, tu sais, parce que j'ai vu que j'avais un problème. Mais finalement, c'est quand j'ai rencontré le Christ, c'est quand je me suis convertie que là, j'ai vu que j'avais un tempérament comme ça. J'étais une passionnée. Mais cette passion-là, elle avait besoin d'être dirigée au bon endroit. Vers un absolu, mais un absolu. C'est vrai ça, absolu. un vrai absolu, voilà. C'était quoi ma soif? C'était ça. C'était la soif de sens, la soif d'amour, la soif de relations personnelles intenses, l'amour intense. Tu sais, je suis une fille intense, là. Je pense que juste dans mon timbre de voix, ça se voit, là. Fait que c'est contentais pas de demi-mesure. Là. Non, c'est ça. Moi, je voulais tout. Puis il y a juste avec le Jésus que j'ai atteint cette intensité-là qui me satisfait. Mais c'est arrivé, c'est pas étranger à tes parcours d'alcoolique anonyme, narcotique anonyme, ta conversion. C'est dans le cadre des C'est dans le cadre, oui, oui. Tu le dis bien dans ton premier livre. Oui. Rappelle-moi le titre. J'étais incapable d'aimer. J'étais incapable d'aimer. Ça, c'est le premier de deux. Le 3 s'en vient. Ah, c'est ça, je me souviens plus. Mais dans lequel tu racontes un peu ce que tu développes un peu plus ce que tu nous racontes là. Fait que c'est dans une des étapes du meeting. La 4e, 5e étape. La 4e étape, c'est nous avons dressé un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. Ouais. Puis la 5e, c'est nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Dans le fond, c'est une immense confession générale. C'est pas là où tu t'es mis à vomir ta vie dans les toilettes? Oui, Okay. c'est ça. Je sais pas pourquoi ça vient de me revenir. Ouais, à 4 pattes dans les toilettes. Non, mais ça m'avait On marqué. est tous des fans de Brigitte. Moi aussi, j'ai lu. On connaît tous sa vie. En fait, je suis rentrée dans une salle de meeting, puis j'étais en train de remettre en question ma façon de vivre, là, parce que je souffrais tellement. Je suis rentrée dans une salle de meeting où j'allais tout le temps, là. Puis quand je suis rentrée dans la salle de meeting, là, j'étais dans ma phase sexe, là. Puis là, j'ai commencé à compter toutes les personnes avec qui j'avais couché, puis le mal de cœur... Oui, le mal de cœur m'a pogné. La nausée. Vraiment, là, je m'auto-écœurais. Là. C'est là que je suis allée dans la toilette puis que j'ai vomi à 4 pattes devant la bonne. Très belle image. Oui, c'était vraiment... tu sais, ça faisait 10 ans que je faisais du meeting puis j'étais rendue là. C'était comme... J'avais l'air plus maganée que quand je suis rentrée de la côte, tu sais. Puis les étapes 4 et 5, comment Jésus-Christ est rentré précisément dans ces étapes-là? J'ai écrit ma 4e étape, là. C'est vraiment structuré dans les anonymes, là. C'est en 3 colonnes, puis tu remplis ça, puis ça va assez vite. J'avais 40 pages, tu sais. Moi, je faisais vraiment un inventaire de toute ma vie, même si j'en avais déjà fait dans les mouvements anonymes. Bien, là, je voulais vraiment aller au fond, puis je voulais aller du côté de ma sexualité. Je trouvais que peut-être que j'avais un problème. J'avais vraiment un problème. Fait que c'est là que j'ai rencontré le moine de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Puis pendant 3 jours, j'y ai déblatéré toutes mes
mes comportements, mes ressentiments, ma colère. Puis pendant 3 jours, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, je l'ai carrément engueulé, là, parce que j'étais vraiment frustrée par rapport aux hommes, par rapport à l'Église catholique, la religion, Dieu. Fait que je l'ai vraiment engueulé. Puis lui, il m'écoutait, puis il disait rien, mais je suis sûre qu'il priait. Puis c'est au bout de 3 jours que lui, il s'est levé. Là, j'avais fait mes 40 pages, puis moi, je braillais. Puis là, je me disais, OK, je vais partir d'ici, ça m'a rien donné, puis je vais aller me tuer. Puis j'étais prête à aller me tuer. Là, j'aurais pris mon auto, puis je me serais pitché en bas d'un ravin. Ça n'a rien donné que je vienne ici. Il s'est levé, puis il a prié sur moi, tu sais, d'une façon très charismatique. Moi, je connaissais rien là-dedans, OK? Il m'a imposé les mains, puis c'est là que j'ai eu vraiment ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est entré en moi, puis en 30 secondes, j'ai compris ce que ça peut prendre une vie à comprendre, que j'étais la fille de Dieu, j'avais été créée par Dieu, puis que Jésus s'était incarné, puis que c'était Dieu, puis qu'il me pardonnait, me délivrait, me libérait de tout, puis que je pouvais tout recommencer ma vie. Il avait tout pardonné, tu sais. Puis je réalisais pas à quel point, dans le fond, je m'en voulais à moi-même. Puis je suis sortie de là, puis je flottais, là. Il m'a absous de tous mes péchés. Irais-tu jusqu'à Les dire... nombreux péchés de Irais-tu jusqu'à dire que tous ces bas-fonds-là, cette dépendance-là à la drogue, entre autres, au sexe, ces fautes-là, ces erreurs-là, ça a permis cette rencontre-là? Absolument. Puis aujourd'hui, ça permet encore de connecter avec plein de monde. Ouais. Parce qu'à cause de ce passé-là, ou grâce à ce passé-là, Ouais, je me suis souvent demandé, Dieu, pourquoi tu me laissais errer pendant 30 ans? Là? Mariner dans la chenoute. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les auditeurs à amener une vie de débauche. Non. Il y a moyen de Rencontrer rencontrer Dieu. Jésus autrement. Ouais. Si j'avais pu le rencontrer avant, j'aurais tellement aimé ça. Tu sais, souvent, j'envie les gens qui rencontrent Dieu ou qui sont nés chrétiens puis qui ont grandi dans une famille. Mais tu sais, c'est ça. Le Seigneur, il fait du neuf avec du vieux, puis c'est ça qu'il a fait avec moi. Tu sais, puis aujourd'hui, il utilise, dans le fond, ce passé-là, parce que pas sûr que j'aurais écouté s'il était venu cogner. Tu sais, j'haïssais tellement l'Église que je pense qu'il a fallu que je sois vraiment KO pour admettre que j'avais peut-être un petit peu tort. Ouais. J'étais tellement gros égaux, gros orgueil. J'avais besoin d'être démolie, là. Tu sais. Merci, Brigitte. Bienvenue. Laurence, ton rapport à la drogue, toi? Moi aussi, j'ai fumé. C'est un peu chiant de poser cette question-là après l'histoire de Brigitte. Moi, j'ai juste fait de la coke une fois. Ah, OK. Moi, Quand même. je suis pas dans ça. Parce que moi, en fait, j'ai commencé... J'ai beaucoup aimé la drogue, là. Pour moi, ça fait bizarre d'en parler parce que j'ai de la misère à penser que j'ai déjà été de même. Parce que je dirais pas comme Brigitte. Moi, je sens pas que je suis une personne addictive, là. Je sens pas que je suis une personne excessive. J'ai pas de tentation. En tout cas... Mais à une certaine époque, c'est ça, j'ai fumé du pot pour la première fois à 13 ans. Puis j'ai... T'as aucune tentation? Pour la drogue, OK, non. OK. Pour la drogue, non. Pour l'alcool, non plus. Là. Se saouler, mettons, là, c'est... Ça fait 15 ans que je me suis pas saoulée, là. C'est vraiment pas... Ça me le tente vraiment pas. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que j'ai fumé du pot pour la première fois à 13 ans. Puis ça, à l'époque, j'avais aimé ça. Ouais, j'avais vraiment aimé ça. Fait qu'à 14 ans, là, je continuais de fumer du pot, puis je fumais du pot tous les jours. À 14 ans, là, moi, 14, 15, 16, j'ai arrêté à 18 ans. Puis tous les jours, là, c'est plusieurs fois par jour. Là, moi, je me levais le matin, puis je me faisais des... Si mes parents écoutent ça, ils vont être traumatisés, mais je me faisais des plombs de hache sur le four. Puis j'allais à l'école. Là. Fait que j'étais bien gelée dans le ride d'autobus. Ça, c'est pire que moi, là. J'ai jamais fait ça, moi. De te lever le matin puis de faire des... Jamais. Moi, je contrôlais ma consommation. Je fais une parenthèse, mais Brigitte nous a appris cette semaine qu'elle était très organisée dans sa consommation. Elle, c'était le jeudi. Ben non. Ça, hein? Jeudi, C'était 4 prévu heures. à l'horaire que le déboire commençait jeudi 4 heures Non. puis finissait le dimanche. Ouais. Non, mais c'est parce que je pense qu'on n'avait pas le même rapport à la drogue. C'est-à-dire que moi, j'étais pas... j'en prenais dans les parties, mais ma consommation de pot préférée était seule. Je préférais consommer seule parce que j'avais une consommation... Puis j'aimais particulièrement les psychédéliques plus que les stimulants. Là. Parce que j'aimais la vie imaginative, là, je dirais aujourd'hui, là, mais l'espèce d'inspiration intellectuelle. J'aimais donc aller à l'école gelée. Pour moi, là, tu sais, être gelé dans un cours de physique en secondaire 5, c'était 1000 fois plus le fun qu'être gelé dans un party.
Je trouvais ça tellement drôle, les cours de physique. Je trouvais ça tellement fascinant. T'es une brain jusque dans ta consommation. Incroyable. Puis ça a été problématique parce que, dans le fond, j'avais des bonnes notes, même gelées. Là. Moi, j'ai fait des examens gelés. Oui, je me souviens d'être arrivée une fois en classe. J'étais gelée bien raide. On avait fait des plombs, justement, chez mon cousin. Puis c'était un examen d'anglais. J'ai eu une bonne note pareille. Fait que c'est sûr que ça n'enlevait pas ma consommation. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que ça m'aidait On est loin des bas-fonds de intellectuellement. Brigitte. Là, c'est intéressant comme parallèle. C'est que t'étais pas en train de descendre profondément. Non, toi, tu faisais ta vie. Moi, à l'école gelée, j'aurais bad-trippé au bout. Là. J'aurais paranoïé. Mais il y avait un aspect complètement. aussi, je pense que ce que j'aimais des psychédéliques, c'était l'espèce d'aventure. C'est-à-dire que, tu sais, il y a tout le temps un moment où on est jeune puis on a envie de voyager. Mais très tôt, moi, j'ai senti que c'était plus le fun de voyager dans sa tête que comme physiquement. Fait que j'aimais... Moi, si j'avais continué dans cette direction-là, je lisais des livres sur l'ayahuasca. Moi, je m'en allais prendre de l'ayahuasca. Comme Leonardo DiCaprio dans le film La plage, là, qui se promène dans la jungle. Vous je l'ai avez pas déjà- vu. Non, OK. je l'ai pas vu. C'est une petite pas la blague ref. culturelle. Mais tu sais, j'avais un livre, c'est ça, c'était genre les plantes de Dieu. Là. Puis là, moi, j'étais convaincue. Je lisais Les portes de la perception. Là, je sais pas si vous connaissez ça. Aldous Huxley. Ouais. Je lisais ce livre-là, j'en lisais plein sur la drogue. Un livre qui a Charles inspiré Baudelaire. beaucoup d'ailleurs, tu sais, les artistes de rock des années 70, là, tu sais, The Doors, tout ça, qui consommaient beaucoup de drogue. J'écoutais juste des artistes comme ça. Là. Ah ouais. Puis c'est Ça ça, va ensemble. je voulais voyager d'une façon psychédélique. J'avais envie d'aller jusqu'à qu'est-ce qu'il y a au fin fond de mon propre cerveau. Fait que c'était ça l'obsession. Mais c'est sûr que, tu sais, je dis qu'il n'y avait pas de bas fond, ben, tu sais, je m'en rendais pas compte, mais c'est sûr que, tu sais, je devenais de plus en plus paresseuse parce que je pense que le cannabis, ça rend fondamentalement paresseux, là. Quand j'ai arrêté de fumer du pot, d'ailleurs, j'ai bien plus de temps dans une journée, je dormais moins. Fait que ça, il y avait ça, là, tu sais, le T'avais cannabis plus de gaz, plus m'endormait, d'énergie. ouais, c'est ça, exactement. Puis je voyais pas encore les effets sur mes capacités intellectuelles, mais clairement, ça déclinait aussi. Puis tes relations. Mes relations, ben c'est sûr que mes amis trouvaient ça plate, là, tu sais, je veux dire, la moitié du temps, j'étais gelée, là. Sauf que c'est ça qui est un peu... veg, comme disent les gens. Ouais, Je sais pas mais si c'est ils ça qui disent est encore embêtant ça. avec le cannabis, là, c'est Les qu'à gens. un certain point, les gens savent plus si t'es gelé ou t'es pas gelé, là. En tout cas, moi, ça devenait comme plus évident tellement... Moi, je Tellement veux dire, c'était rendu une... à l'école, je levais la main, j'allais aux toilettes, je fumais du pot aux toilettes. Là. Tu sais, c'était juste comme... Moi, je m'en foutais bien raide, là, je fumais du pot dans ma case. C'est étonnant que je n'ai jamais été renvoyée de mon école. Là. Je comprends pas comment j'ai fini mon secondaire. On a fait un voyage étudiant en Suisse. J'en ai acheté à des Allemandes là-bas, puis j'en ai fumé en Suisse. Jamais ça a été deviné, jamais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait passer une anecdote de mon secondaire. Une fois, un prof m'a interpellé parce qu'il pensait que j'étais gelé. Il était allé voir un de mes amis pour dire « Hey, ton James, il est pas mal gelé. » Puis dans le fond, c'était lui, mon ami, qui était gelé. Ouais, ben, Je sais de manière trop mais je calme. pense qu'il y a des profs qui s'en doutaient, là, tu sais, au sens où... après, je donnais des signes, là, tu sais, je veux dire, j'avais des cartables avec plein de feuilles de potes collées partout. Mais c'est comme étonnant, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus d'intervention. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que j'ai fumé du pot intensément. J'ai pris beaucoup de champignons magiques, d'ecstasy, des choses comme ça, un peu de stimulants, mais j'étais vraiment pas fan des stimulants. Mais ce qui est arrivé, moi, ce qui a vraiment changé la donne, c'est la rencontre, non pas de mon imagination, parce que je pense que ça développe l'imagination, mais ça nous rend pas vraiment intelligents. Au sens où puis aussi, ça nous donne l'impression que c'est bien bon ce qu'on fait, mais quand on relit le lendemain... Ouais. J'écrivais beaucoup, j'ai beaucoup de... Ouais, tu te rends compte que finalement, c'était nul. Non, c'était vraiment pas si bon que ça. Là. Je m'imaginais être la prochaine Boris Vian. Moi, je fais ça. Oh, wow! Ouais. Mais tu sais, j'en lisais ça, puis c'était comme... pas de ta c'était faute. moins bon que dans mon souvenir. Ah ouais, Même encore, là, je me Boris prenais Vian, pour Charles Baudelaire. Puis Là, Boris vraiment, Vian, là, c'est si bon que ça. Si bon que ça, du Boris Vian. Peut-être qu'il y a aussi, tu sais, comme mes... Ouais, il a fait mes des bonnes attentes tunes étaient- quand même, Ouais. Boris Vian. Puis finalement, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est dans mes cours de philo, là, je me suis mis à avoir du plaisir, non pas à imaginer, non pas à comme buzzer puis à inventer des affaires, mais à raisonner. J'ai comme tripé sur ma propre raison, mais à jeun. Je me suis mis à trouver ça vraiment cool, être à jeun. Là. Fait que là, je savais que fumer du pot, c'était peut-être pas l'idéal. Fait que ce que je m'étais mise à faire, c'est qu'au lieu de, pendant mes pauses de cégep, d'aller fumer du pot, j'assistais par hasard à d'autres cours de philo. Là, j'ai vu... J'étais tout le temps dans des cours de philo, là. Peu importe que ce soit le mien ou que ce soit pas le mien. Tu squattais des cours de philo. Ça m'a beaucoup aidé. Mais tu sais, je continuais quand même à fumer, puis il y avait de plus en plus aussi la question de Dieu, hein, parce que à travers la philosophie, finalement, peut-être que la vie a un sens. Peut-être que la vie, c'est pas juste du matériel. Peut-être que puis tu sais, ce désir-là aussi, tu sais, de justement quelqu'un qui t'aime, à un moment donné, j'étais comme, ça se peut pas qu'on va mourir, puis que nos péchés vont pas être pardonnés par quelqu'un, puis que c'est juste comme de l'absurde tout le long. Fait que ça se creusait à l'intérieur de moi, puis je me souviens très bien d'une fois où j'étais allée fumer du pot justement avec un de mes amis. On était gelés. Puis
Puis là, j'ai dit, tu sais que si Dieu existe, j'ai pas dit si Dieu existe, c'est mal ce qu'on fait. J'ai dit, si Dieu existe, c'est inutile. Ça vaut pas la peine. Si Dieu existe, j'ai dit, on perd notre temps. Puis là, il était là, ferme-la. Mais c'est une des conceptions du péché, c'est juste du néant, c'est du comme, vide. c'est comme si, c'est ça, t'as la personne la plus intéressante au monde dans une pièce juste à côté. Là. Tu pourrais aller passer du bon moment avec elle, parler avec elle, te laisser aimer par elle, vivre vraiment quelque chose de grand avec elle. Puis toi, tu préfères sortir dehors puis te fumer un petit joint. Ou jouer à Candy Crush. Ou jouer à... Ouais, c'est ça, exactement. Là. C'est comme ça que je le voyais. Là. Ouais. Comme inutile. Là. J'étais comme, on perd notre temps. Là. Si Dieu existe... Puis ça a vraiment été fort aussi dans mon cheminement. C'est comme, dans le fond, c'est pas le pote que j'aime. Ce que j'aime, c'est l'émerveillement, c'est l'étonnement, c'est cette espèce de... Moi, j'aimais ça fumer du pot puis toucher des arbres, tu sais. C'est cette espèce de comme voir la vie autrement, la voir merveilleuse, la voir Et là, grandiose. il a fallu que tu commences tranquillement à goûter à cet émerveillement-là, mais autrement ou plus sérieusement. Avec Dieu, tu goûtes à ça, justement. Ça devait avoir une autre dimension de la vie. Puis ça, c'est trippant pour vrai. Ça, c'est comme, dans le fond, je pourrais vraiment m'émerveiller encore plus à jeun. Tu sais, je pourrais connaître Dieu, puis ça, je peux pas le faire. Tu sais, je l'ai finalement. Nos réflexions sont pas tant bonnes que ça. Puis ça, là, ça a vraiment... Ce que j'ai fait après pour arrêter, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je me suis inscrite dans un camp de vacances sur l'île d'Orléans, là, tu sais, un peu comme une retraite forcée. Là. Tu peux pas acheter de la drogue. Tu sais, j'étais vraiment dans le fin fond de l'île d'Orléans. Puis c'est à partir de ça, j'ai arrêté, puis j'ai jamais... tu sais, c'est comme... Après ça, là, les drogues m'ont laissé un goût de dégoût, d'inutile. Même si c'est ça, se saouler... J'ai jamais... C'est pas une tentation, parce que j'aime tellement ça être à jeun. C'est comme j'aime tellement ça, ma raison. Oui, prendre un verre, là, je suis capable là, de consommer une bière, du vin, c'est relax. Dans une soirée, une fête, ça vaut la peine. Mais pas à l'excès. Mais pas à l'excès, là. J'ai zéro envie de penser tout croche, là. C'est même pas... C'est comme si tu m'échanges des perles contre de la boue de cochon, là. Ça m'intéresse pas, là. On prend une petite pause, puis on revient avec l'histoire de James. Moi, j'ai envie d'en apprendre. Comment, James? On va pouvoir t'étendre sur le divan. Peut-être tu vas nous raconter des affaires. On prend des notes. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde. Aujourd'hui, on parle de drogue au sens large. Là, on n'a pas beaucoup parlé de café encore, mais ça viendra peut-être quand moi, je vais vous donner mon témoignage tellement deep. J'aimais le café! Au début, j'en prenais 8 par jour. Maintenant, je suis à 2 par jour. J'ai fait une crise existentielle. Ouais. Hey, on rigole, mais en fait, on rit un peu de ça depuis le début. Le ton est assez léger, mais il y a un drame quand même là-dedans. Puis en fait, on l'a touché un peu du doigt dans ton histoire où il y a des bas-fonds, il y a des profondeurs. Moi, je le raconte de façon humoristique, mais c'était vraiment pas drôle. C'est l'enfer sur la terre d'être dépendant. Moi, je voulais me tuer, là. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, je pense qu'on dédramatise peut-être, là, forcément, ou on essaie de... Mais il y a quand même un drame qui se joue là, puis c'est quelque chose qui est... Tu sais, on voit aussi... Il y a comme un contexte social par rapport, presque hygiénique, là, ou hygiéniste dans les nouvelles générations, spécialement par rapport à l'alcool. On veut comme plus être en contrôle. Ben, c'est pas très loin de ce que tu décris aussi. Un refus de perdre le contrôle ou d'avoir une vie où, finalement, je fais des bons choix pour ma santé. C'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. C'est, je pense, une très bonne chose, là. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, c'est ça, les habitudes de consommation changent. Hein? Mais, tu sais, parallèlement à... Par exemple, il y a de moins en moins de jeunes qui boivent de l'alcool au Québec. De moins en moins de monde qui fume la cigarette. Qui fument la cigarette. Ben, là, je sais plus, ça me dire que ça revient, mais en tout cas... La vapoteuse, peut-être, vient compenser ça un peu. Mais parallèlement à ça, au Canada, en tout cas, puis peut-être ailleurs dans le monde, mais au Canada, on a une crise d'opioïdes qui tue des centaines de personnes par année. À la grandeur du pays, spécialement dans les milieux urbains, Vancouver, dramatique. Montréal, Toronto. C'est dramatique, mais tu sais, il y a comme un paradoxe, il y a comme un souci d'hygiène ou de bonne vie, de vie bonne moralement, mais aussi au niveau de la santé. Mais il continue d'avoir des excès puis des drames humains qui se jouent à travers la drogue.
Ça, c'est mon préambule Ben, pour la deuxième section. Pour demander à James. Non, mais- mais non, c'est pas mais- pour demander à James. Non, mais si tu veux, Exactement. je vais faire le pont. Parce Merci, que James. tu parles de drame, puis Tu vas te plier comme ça sur la table. tu parles de drame, puis dans ma famille, il y a quand même un passif de trafic de stupéfiants. Mon père est décédé dans des histoires de criminalité comme ça. Il vendait de la drogue. Mon parent aussi, qui était descendu par Gérald Galland. J'en ai déjà parlé dans une autre émission. Ouais. Donc, moi, ce que ça a fait, c'est qu'avec ce passif-là, dans ma famille, quand je suis devenu adolescent, je vivais en milieu rural, puis les jeunes n'avaient rien à faire. Fait que déjà, en 6e année, là, ça commençait à fumer du pot, le soir, dans le village. Puis... 11-12 ans. Oui, exactement. Puis moi, j'avais peur parce que je savais l'histoire que beaucoup de membres de ma famille avaient eue avec la drogue. Puis moi, j'avais peur. Je me disais, si je commence à boire ou à me droguer, là, mais je m'en vais vers là. Je m'en vais, puis ça va être la mort qui m'attend au bout de ça. Fait que j'ai été longtemps à attendre avant de boire ou de consommer. Bien longtemps. Disons qu'en secondaire 3, un de mes amis m'a initié au cannabis. Puis là, j'ai commencé tranquillement comme ça. Finalement, je me suis rendu compte, dans le fond, je suis pas mort. Là. Puis, c'est le fun. Là, fait que j'ai commencé à faire ça à prendre ça les fins de semaine dans des parties. J'avais un certain plaisir à ça. Puis, jusque la fameuse théorie que si tu commences par un joint, tu finis avec la coke, dans mon cas, ça a été vrai. Mais c'est que c'est pas faux. T'sais, c'est comme une pente. Moi, je riais bien de ça au secondaire. Là, c'est une pente glissante. Ben, en tout cas, les salles de meeting, c'était juste ça. Ouais. Mais c'est pas faux. C'est que tu t'habitues à une certaine substance qui te fait de moins en moins de choses. Mais c'est le phénomène de lassitude. On le vit tous. Elle était pas si pire que ça. Là, mais dans mon cas, c'était plus... Je dis ça à la blague, mais c'était à plus ou moins... tenir avec du monde comme ça. Mais c'est plus ou moins ça, c'est que dans le fond, comme c'était la coke qui avait été la cause de la chute de beaucoup de monde dans ma famille, c'était comme ma bête noire, puis je m'étais dit, un jour, je veux savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui fait que dans cette drogue-là, ça vient chercher autant de monde? C'est quoi qui est si prenant? Puis de fait, je veux dire, dans la culture même populaire, on parle beaucoup du pot, oui, mais la coke a un aura, c'est la drogue... C'est la drogue des professionnels, des gens qui riches, Moi, la seule raison pour laquelle j'en ai pas pris autant, c'est que j'étais pauvre. Oui, c'est ça. Moi, je sortais avec le pusher, fait que ça me coûtait rien. Ah! C'est ça le truc. Toutes les filles faisaient ça. C'est la drogue des stars, des célébrités. Donc, ça a vraiment un aura. Donc, à un moment donné, j'ai été initié à ça. Puis, j'en ai consommé... même pas un an, là, assez intensément, quelques mois. Puis à un moment donné, je me suis levé un matin et j'ai dit, c'est terminé. Pourquoi? Puis, parce que... Il avait mal au nez. Non, parce que si t'en prends de la bonne, normalement, t'as pas mal. Hein? Brigitte, tu peux me confirmer ça? Oui, je peux confirmer ça. Dans le fond, c'est que je me levais... Comme on disait tantôt avec Brigitte, il y a quand même un down. Plus tu vas haut avec la coke, plus tu as un down à un moment donné. Oui. Puis... À un moment donné, ça fait plus effet. Il faut juste en prendre plus. Oui, c'est ça, mais c'est que les downs sont vraiment... Les bas sont vraiment bas. Tu te lèves, puis là, je sais pas, ça occasionnait beaucoup ça occasionnait beaucoup de souffrance dans mes relations avec les autres. OK. Donc, je me blessais. Je me blessais moi-même, je blessais les autres autour de moi parce que j'étais poqué, parce que, bon... Fait que, à un moment donné, je me suis dit, c'est comme j'ai eu une grâce de comprendre que mais c'est pas ça qui va me rendre heureux. Ça peut pas être ça, le bonheur, là, nécessairement. Et que ça génère c'est ça, de la souffrance autour de toi, toi. C'est ça. Puis ça venait aussi... Il y avait derrière ça, moi, ma devise à cette époque-là, c'était comme vivre le plus vite possible pour mourir le plus rapidement possible. Ah oui? Fait que, tu sais, j'étais en plus forte raison dans une perspective nihiliste. Moi, c'était dans ma tête... Dans ma tête, j'allais essayer l'héroïne un jour, puis j'allais juste me tuer. C'était comme... Tranquillement, mais lentement vers ça. Là, j'ai toujours eu peur d'héroïne. Vous avez fait des drogues psychédéliques. Moi, j'avais peur de ça parce que même moi, je prenais du pot, puis des fois, j'étais tout le temps sur le bord de bad trip un peu. Là. Mais, fait que, tu sais, je pense pas que je serais allé vers ça, mais il reste que quand même, ça vient avec un mode de vie, ça vient avec une pensée, puis ça t'entraîne, ça cultive, au fond, cette espèce de nihilisme-là parce que tu te dis, je me défais la vie, tu sais, je me brise. Pulsion de mort. Ouais, pulsion de mort, YOLO, tu sais. Fait que, c'est parce qu'aussi, moi, en tout cas, c'était peut-être pas ton cas, mais moi, je me disais, si tout est matériel, tu sais, le bonheur est matériel. Tout est matériel, le bonheur, c'est de prendre quelque chose qui fait en sorte que dans ton cerveau, tu ressens
du bien-être. Fait qu'un jour, je vais prendre la meilleure drogue qui fait du bien-être, puis après, j'imagine que ça va être une descente parce que c'est comme ça biologiquement que ça se passe, puis je me tuerai. Là, Ben, clairement, Le soma aussi qu'on a dans la littérature dystopique. C'est ça. La pilule qui te fait endurer Si on est la juste vie, de la matière. Ben, de fait, j'étais très matérialiste, puis je me disais, si la vie, c'est juste ça, ben, aussi bien avoir du fun, tu sais, C'est ça. puis se péter la face. Que ça finisse quelques années avant ou après. C'est ça. Mais à un moment donné, je pense que ça, le moment où j'ai arrêté, ça a été comme un déclencheur qui... J'avais comme l'intuition que finalement, le bonheur était peut-être pas matériel, finalement, qui était peut-être dans quelque chose de plus spirituel. Puis c'est là où, finalement, j'ai commencé à amener une vie plus ordonnée, puis à me cultiver, puis à lire, puis à chercher la vérité sur le sens de la vie. Puis ça me conduit à Jésus-Christ à 21 ans, puis à l'Église que j'avais rejetée. Puis, Aïe, aïe. Merci. Et toi, Antoine? Ouais, toi? Toi, pour ton café. Non, mais toi, tu viens d'une bonne famille chrétienne. Ouais. Est-ce que les gens de bonne famille chrétienne consomment ou Si non? tu connaissais vraiment mes parents, tu dirais peut-être pas C'est vrai ça. qu'ils ont l'air hippies, hein, tes parents? Non, pas tant hippies, non. Non? Ben, ils ont peut-être eu leur moment aussi. Ils dégagent un peu. Ouais, non. Ouais, peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Je pense. Oui, ils ont sûrement. Mais là, t'évites la question. Parlons de mes parents. Non, mais ta consommation. Moi, j'ai été un consommateur tardif. Là. Très tardif. Là. J'étais déjà. Non, passé. Non, c'est ça. Ouais, regarde, c'est la semaine passée, j'ai essayé des affaires en vue de l'émission. Non, pas du tout. Non, mais j'étais sur. Moi, la colonie de vacances a eu l'effet inverse pour moi. C'est là que j'ai découvert des trucs. C'était dans un milieu très reculé aussi, là, dans le fond de la Gaspésie. Puis, je sais pas, dans une soirée comme ça, il y a quelqu'un qui m'a tendu un joint. Moi, je méprisais ça. Pourquoi? Moi, j'étais dans la gang des sportifs au secondaire. Les filles avec qui j'ai au soccer me méprisaient pour ça. Ben, tu sais, puis j'étais comme... j'avais beaucoup... Tu sais, c'est toi qui m'as dit ça une fois. Le meilleur antidote pour la dépendance, c'est les relations. C'est un journaliste, Johan Hari, un Anglais, qui a écrit un livre là-dessus. Puis je pense que c'est vrai. En tout cas, moi, durant toute mon adolescence, j'avais beaucoup de bonnes relations. J'avais des bons amis. Une bonne famille. Oui, je pense, oui, globalement, oui. Là, je me battais pas mal avec mes frères, mais j'étais entouré, puis je me sentais aimé. Je sentais que je pouvais aimer aussi. Tu sais, c'était... Fait que j'ai pas été tenté du tout. Puis ça me suffisait. La vie était déjà très belle, là, très riche. Fait que et moi, bon, c'est ça, c'était plus des soirées où on s'achetait une caisse de bière, on allait dans un boisé, puis on jasait, on refaisait le monde, mais c'était assez bénin, là. Tu sais, je pense que ça arrivait qu'on l'échappait un peu de temps en temps, mais c'était pas rien d'excessif. Puis bon, le pote est arrivé, mais le pote m'a jamais très... physiquement, je me sentais pas bien. Fait que je pense que j'ai été préservé là, par une grâce que je mérite pas, là, mais il y a un peu de mystère là-dedans. Mais j'ai pas... c'est ça, j'ai pas vécu de grandes tentations de ce côté-là. C'est sûr que je pense que j'ai quelque chose en moi qui... Tu sais, il faut tout le temps que je me surveille par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la nourriture aussi. Je pense que j'ai quelque chose de cette intensité-là que tu décrivais peut-être un peu moins que toi, là, Brigitte. Je voudrais surtout pas me comparer. mais je vais le faire un peu quand même. Mais je pense que j'ai quelque chose aussi dans mon tempérament qui a envie d'y aller à fond. Là. Puis moi, prendre juste une bière, ça va me demander beaucoup de maîtrise de moi, mais aller plus loin, c'est facile là, de l'échapper un peu plus. Mais je vais prendre la balle au rebond pour qu'on pourra aller ailleurs. Tu as parlé de cigarettes, là, puis de fait, moi, je trouve que j'étais quand même un pas pire fumeur aussi. Là. Puis je trouve que la cigarette, ça a été plus difficile pour moi que la coke. Ah ouais? T'as arrêté? Ouais. Même chose pour moi. C'est l'affaire la plus difficile que j'ai trouvée dans ma vie. C'est de toute ma vie, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile à me défaire. Parce que ça vient vraiment ancré dans tes habitudes, c'est plusieurs fois par jour. Même après 7 ans où j'avais arrêté, j'ai replongé, juste en prenant une puff des filles au bureau. J'ai dit, je vais prendre juste une puff. Le lendemain, j'allais m'acheter un paquet. Ça m'était déjà retombé, moi aussi, à un moment donné. Bon. Parce que, tu sais, souvent, on dit, les grosses drogues. Mais, tu sais, les grosses drogues, dans le fond, la coke, c'est prouvé que tu développes pas d'accoutumance physique. En fait, c'est beaucoup psychologique. C'est peut-être, il y a seulement juste l'héroïne qui développe même des cellules dans ton corps qui demandent cette drogue-là, puis les opiacés et tout ça. Mais, en fait, alors que la cigarette, la nicotine... Mais pourtant, les stimulants, là, amphétamine puis tout ça, ou crack, là, ou... méthamphétamine,
Ça développe même physiquement. Je pense Ouais, que ça quand se même- peut. Ben, je m'avancerai pas là-dessus. Là. T'as peut-être raison, mais effectivement. Ben là, on commence... le show achève déjà. On commence à faire des distinctions, mais c'est pas que c'était pas bon, là. Au contraire. On commence à faire des distinctions qui sont intéressantes. Tu sais, bon, je parlais un peu de l'alcool, qui est considéré par les spécialistes comme une drogue, et je pense que c'en est une. Mais bon, tu as apporté un livre de Baudelaire qui fait une distinction entre les deux, quand même. Je trouve qu'il y a un essai, c'est un petit essai. Ça s'appelle Bon, il y a les paradis artificiels, là, il y a différents textes, mais il y a un petit essai qui s'appelle Du vin et du hashish. Puis je trouve ça intéressant, moi. Je trouve qu'il compare un peu le vin et le hashish, qui est un mélange de hash et de opium, là. Puis il essaie de voir qu'est-ce qui amène l'un, qu'est-ce qui amène l'autre. Puis une des belles choses qu'il dit, je trouve, parce que des fois, c'est ça, on met tout dans le même paquet. Il dit le vin est fondamentalement une drogue sociale, une drogue de l'action, une drogue aussi des gens simples. Tu sais, quand tu reviens d'une grosse journée à travailler, tu prends une bière, des choses comme ça. Puis il en parle comme quelque chose d'assez humain. Il dit que c'est une drogue humaine. Il dit ça à la fin de son essai comparatif. Le hashish, tu sais, qu'on pourrait comparer, c'est un peu une drogue psychédélique, là, on pourrait le classer comme ça. Puis il dit, c'est comme l'inverse complètement. Il en parle comme d'une drogue antisociale, d'une drogue des élites, une drogue... Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que je trouve que ce qui ressort de ça, c'est aussi l'orgueil. Moi, a posteriori, je dirais qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans ma consommation de drogue. Je pense que Baudelaire dit la même chose, au sens où, tu sais, c'est comme, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu as envie de te bien filer ou de mal filer. C'est toi qui décides de la réalité de tes sentiments, de comment tu vas te sentir. Puis qui aussi, tu sais, moi, c'est ça, je dis, il y avait beaucoup d'orgueil. Tu sais, tu t'imagines, c'est donc ben bon, ce que tu dis, t'es donc ben spirituel. Puis il y a quelque chose de ça, il décrit l'expérience de des gens qui prennent du hashish. Puis là, tu sais, il dit, et là, tout d'un coup, tu sais, j'avais expérimenté ça aussi avec le moche ou des choses comme ça. Vous êtes ensemble et vous vous dites, nous sommes supérieurs. Nous comprenons ce qu'est l'amour. Nous éprouvons de la compassion pour ceux qui n'ont pas compris cette espèce d'élévation qu'on est en train de vivre. Oui, mais il y a des gens qui vont partager une bouteille de Châteauneuf-du-Pape qui vont avoir le même discours, non? Ben moi, pour avoir pris, tu sais, je me souviens, mettons, sur l'ecstasy, à un moment donné, j'avais dit à mon ami, j'aime tout le monde. Tu sais, c'est comme tu deviens une... Tu sais, j'étais convaincue. Je l'aurais pas dit de même parce que je connaissais pas le vocabulaire, mais tu es comme convaincue, là, OK, j'ai atteint un niveau, là, Moral. Oui, moral, de perception. Je viens de comprendre la clé de l'univers. Et pauvres mortels qui ne comprennent pas, là. Puis ça, il décrit ça. Sur Ben, la cocaïne. Nous c'est sommes des full dieux. chill. Il y a quelque Ouais, chose- mais c'est différent, je trouve, pour avoir pris de la cocaïne. Ouais. Quand j'ai pris la fois que j'ai pris de la cocaïne, puis d'autres stimulants de ce genre-là, parce que c'est quand même semblable, c'est que tu as une puissance intellectuelle rapide, ça. Là, ce qu'il décrit, c'est que c'est comme si tu es dans un... à un moment Une donné, autre il dit, dimension, c'est un comme- paradis. L'homme est passé Dieu. Vous voyez, je tombe exactement sur la citation que je voulais vous lire. Là. Tous les problèmes philosophiques sont résolus. Toutes les questions ardues auxquelles l'homme s'est adressé sont résolues. Nanana. Toutes tes contradictions est devenue unité. L'homme est passé Dieu. Tu es supérieur. Nul ne comprend ce que tu penses. Mais James. je trouve ça intéressant parce que justement, tu disais, il disait le hashish, tout ça, c'est une drogue comme. Tu sais, on faisait le parallèle entre une drogue sociale Puis et antisocial. antisociale. Mais tu sais, c'était beaucoup la mode, le hashish, là, au début du 19e siècle. Tu sais, puis dans les romans des surréalistes, tu sais, Bukowski, Oui. Burroughs, tu sais, il y a beaucoup des salons de hashish, tout ça, puis tout le monde est genre à moitié mort sur des coussins tout seul dans son coin. Mais non, mais ça montre que c'est complètement... ça désagrège le tissu social. En Ah fait, oui. tout le monde est dans son buzz, tout le monde de son coin. Ouais, mais quelqu'un. Baudelaire dit que ça détruirait une société. Ouais. Ouais, mais l'alcool a détruit des familles, a détruit des sociétés même. Oui, c'est vrai. Dans une proportion exagérée, là, dans une consommation exagérée. Ce qui est un peu plus difficile, tu sais, du hashish... Consommer modérément du hashish, c'est peut-être plus délicat. Du moche, consommer modérément, c'est un peu c'est plus difficile. intéressant. C'est aussi, il y a ça là, qui joue. Là. Même c'est ça, quand tu compares ces drogues-là où tu t'en consommes juste un peu puis tu perds la carte, on va dire Pendant ça comme des ça. heures, tu sais. Ben c'est pas la même chose que, je sais pas, tu sais, même... Prendre un petit verre de vin, là. Ouais, c'est ça. Ou fumer une cigarette. OK, je vous Ouais. amène sur un autre terrain. Non, mais tu sais, même le cannabis, à la limite, là. Bon, ben, c'est ça. C'est légal ici. Ben alors, c'est ça. Il y a des gens qui nous écoutent de partout dans le monde, dans 88 pays, semble-t-il. Mais au Canada, c'est légal depuis 2018, je pense. Justin Trudeau. Le Justin legs de Trudeau, Justin Trudeau. sont plus importants à legs, probablement. Pour ou Sûrement. contre la légalisation du pot? Contre. Moi, Pourquoi? je suis contre. Full contre. Super contre. Pourquoi? Méga contre. Encore plus contre que Brigitte. Ah ouais? Je ne veux pas comparer, mais plus. Je veux pas comparer, mais
James, t'es ambivalent? Ben, je suis Non, mais j'aimerais ça vous entendre. Mais il y a des bons côtés Moi, à la légalisation. Je suis pas a priori pour, mais je trouve que, d'abord, c'est mieux ça que des réseaux parallèles criminels, OK? Puis, dans un sens, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins, tu sais qu'est-ce que tu achètes, dans quelle dose, avec tel degré de THC. Donc, ça permet de mieux contrôler le produit. Je pense que c'est de la réduction des méfaits mal comprises. Là. Le pape François a fait des discours là-dessus. Le pape François était sur la légalisation des drogues comme le pot. Et il est assez... tu sais, le pape François, on l'imagine quand même assez ouvert, ben peace, tout ça. Il était assez ferme sur que c'est mauvais de légaliser la drogue comme le cannabis ou des choses comme ça. C'est mieux de combattre les réseaux que de les absorber. Je suis d'accord avec lui au sens où, tu sais, dans la réduction des méfaits, l'Église fait la distinction entre... C'est une chose comme, par exemple, donner un toit à quelqu'un qui consomme. Accueillir un pécheur. Pas mettre dehors ton enfant qui consomme, des choses comme ça. Tu sais, comme... Mais c'en est une autre que de participer à son vice, participer à ce qu'il consomme. Là, après ça, la question revient. Puis là, moi, je pense que l'État, en légalisant le pot, a envoyé le message que c'était correct parce que il y en a aujourd'hui qui essaient de me faire croire que la loi, ça n'a pas rapport avec la morale. Mais c'est pas vrai. Là. Dans la tête des gens, quand quelque chose est légal, quelque chose est bon moralement. Bon. Non, mais je trouve que ça revient à la question, est-ce que le pot est une substance qui altère à ce point la conscience qui est mauvaise? Bien, celui qui est vendu par la SQDC peut clairement altérer la conscience puis être mauvais, là, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est ça. La SQDC étant la société d'État qui vend la drogue. Encore là, ça dépend à quel point tu en consommes. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils installent ça, d'ailleurs, à côté du cégep où j'allais. Là, écoute, il y en a partout, c'est fou. Là. C'est la première chose que tu vois quand tu arrives dans un village, c'est le SQDC. C'est incroyable. On va se le dire. Justin Trudeau, là, son argument, c'est la grosse réduction des méfaits, nanana. En réalité, c'est l'argent. Là. C'est l'argent qui a motivé Justin Trudeau. Puis ça, c'est le signe de quelque chose, je trouve. Là. Bon, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est, moi, l'usage médicinal du CBD, surtout, là, parce qu'il y a il y a quand même deux, je ne sais plus comment on appelle ça, molécules. Là. Il y a le THC versus le CBD. Je me souviens que quand j'ai pris du pot en Europe, d'ailleurs, c'est pas la même affaire. Là. Ici, c'est plus souvent, si je me souviens bien, du indica, puis là-bas, c'est du sativa. Là, puis l'indica est plus endormant, justement, là, plus mollo. Puis le sativa, c'est plus du THC. Et c'était vraiment pas la même expérience là, quand j'étais en Europe, je l'avais trouvé. Bref, mais fait qu'il y a différentes molécules. Puis le CBD, c'est vrai qu'il calme la douleur. Moi, je fumais du pot pour quand j'avais mes douleurs menstruelles, puis ça enlevait tout d'un coup. Il paraît que ça fonctionne très bien. Tout d'un coup, là. Ouais. Fait que c'est vrai, je suis obligée de le reconnaître. Fait qu'un usage médicinal, moi, ça me paraît pas être un problème. Mais la SQDC, la légalisation, ce qui a été fait, c'est l'usage récréatif, là. Puis l'usage récréatif dans lequel les gens altèrent leur conscience. Puis là, la question, est-ce que c'est mauvais ou non? Est-ce qu'à quel point tu altères ta conscience? Peut-être les gens s'automédicamentent aussi, comme avec l'alcool, d'ailleurs. Beaucoup s'automédicamentent. Qu'est-ce qui diffère un groupe d'individus qui vont consommer une ou plusieurs bouteilles de vin lors d'un souper récréativement, puis s'échanger un joint autour d'un feu? Là, il y a la question prudentielle, c'est sûr. Là, tu sais, comme souvent, moi, j'ai donné un enseignement sur la tempérance dernièrement. Puis là, tu sais, quand est-ce que tu es dans la démesure avec l'alcool? Bon. Ouais. Quand t'es feeling, quand t'es chaud d'ail, je sais pas s'il y a des gradations. Ouais. Chaud d'ail. Un peu sous-mort. Nos amis français doivent un peu chaud. De quoi on parle. Non, mais l'Église met quand même la limite que quand tu perds la raison. C'est ça, mais quand est-ce que quand tu perds la raison? C'est un spectre, ça. Des fois, on le voit, là. Des fois, je dis je me suis pas saoulée depuis 15 ans, mais des fois, comme j'ai atteint un petit stade où il me semble que... T'as sûrement dit des niaiseries. Mais il me semble que, ça, à jeun, peut-être, j'aurais pas dit ça. Quoique, des fois, quand je suis excitée, je dis des niaiseries aussi. Ben à jeun. Fait qu'il y a une gradation. Pour le pot, souvent, les gens m'ont dit « Ah non, mais il y a moyen de fumer. » Puis je le sais, j'en ai déjà fumé. Fait que, il y a comme moyen de fumer, t'es juste un peu relax, sans être gelé. Ce que je trouve particulier quand même, ce que je tiens à souligner, là, moi, je trouve, c'est que dans la tradition, quand on regarde ce que dit saint Thomas de l'alcool, ou même saint Paul, dans la Bible, parle de l'alcool, ça reste une boisson. Ça reste comme... T'as les aliments, puis t'as les boissons. Puis les boissons sont bonnes. À un moment donné, comme du jus de pomme. Saint Paul, il dit, bois un peu là, d'alcool à je sais plus quel disciple, Timothée. Parce que t'en as besoin aussi, ta vigueur, puis tout. Son estomac. Oui, puis on a l'image aussi, quand il fait froid, un verre d'alcool, là, ça réchauffe, ça fait du bien. Ouais, c'est fou, c'est un produit. Non, c'est...
Non, c'est prouvé que c'est faux, en fait. Mais sur le coup, moi, je le ressens. Moi, je le ressens tout de le suite. ressenti est vrai, mais Ouais. en tout cas. Mais vous comprenez, Mais c'est dans quand, la même mesure. c'est quand même une Ouais. boisson. Tu sais, Ouais. Tandis que moi, ce que je trouve particulier avec le pot, c'est que je comprends pas cette idée T'accompagnes de... pas ton hamburger d'un Ben, c'est que c'est comme, ça me paraît déjà plus bizarre. Même chose avec la cigarette. Est-ce que je serais prête à mettre ma main dans le feu que cigarettes et potes sont par définition mauvaises, là, au sens où n'importe quelle consommation est mauvaise? Je suis pas sûre que j'irais jusque-là, là, Ah, tu vois. parce qu'il y a le médicinal aussi qui entre en compte ou des choses comme ça. Mais je trouve ça particulier le principe de juste comme fumer quelque chose. Là. Fumer quelque chose pour se relaxer, peut-être. C'est comme un médicament, de l'automédication. On prend une mini-pause là-dessus, puis on revient pour clore l'émission. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. Ah oui, il y a des choses qu'on n'a pas dites, Laurence. Ben moi, On je a trouve... plein. Puis l'autre chose, je trouve qu'avec le pot... Continue. On est toujours en épisode. Non, mais c'est que... Moi, j'entends... Moi, ce James que... Langlois et Brigitte Bédard. que je trouve- Toi, oui. Moi, j'ai des opinions. Oui, c'est Non, pour ça mais qu'on t'invite. Ce que je trouve particulier, là, chez ceux qui essayent donc de justifier le pot. Ouais. Parce que, tu sais, il y en a tout le temps un, là, tu sais, bon, ça, c'est peut-être les débats... Mettons James, les là. débats chrétiens, les débats catho internes, là. Tu sais, il y en a dont un qui veut montrer que le pot, c'est correct. Je trouve que, finalement, c'est assez louche, là, souvent. Tu sais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes... C'est quelqu'un qui consomme puis qui veut justifier sa Ben consommation. oui, puis quelqu'un puis quelqu'un qui Fausse triche. surprise. Moi, je trouve que c'est tricher, la drogue. C'est le récréatif, là, tu sais, c'est comme... T'es pas capable d'accepter qu'en ce moment, t'es down. T'es pas capable d'accepter qu'en ce moment, t'en as pas de l'inspiration pour écrire ton Ouais. article. Ben, regarde, deal with it, là, genre, tu sais, c'est la réalité, là. Arrête d'être un... C'est le péché originel, là. Arrête de décider s'il faut que tu aies du fun ou s'il faut pas que tu aies du fun. Si tu as la page blanche, tu as la page blanche. C'est comme ça que Baudelaire, là, quand même, qui n'était pas le Un chrétien enfant de le cœur. plus un enfant de cœur, C'est pas un qui termine en disant le hashish, non, faut travailler, faut se laisser inspirer, faut écrire des poèmes, Attendre. finalement. Attendre. Mais moi, je trouve un des meilleurs arguments, tu sais, parce que quand même, Saint Paul, justement, dans ses lettres, nous invite à rester sobre, à être vigilant, parce qu'il y a un combat spirituel Le lion nous qui attend. se joue. Et puis, dans cette lignée-là, justement, c'est un exorciste m'a déjà dit qu'un des lieux, quand on croit qu'il y a des esprits qui agissent sur notre vie, un des lieux où le démon, comme on l'appelle, agit le plus dans notre esprit, sur nous, c'est notre imagination. Puis la drogue agit spécifiquement sur cette faculté-là de notre imagination. Donc, Amen. attention. Comme une fuite du réel, pour reprendre ce que Laurence vient de Ben, dire. c'est ça. Oui, c'est ça. c'est- Vu que quand Bon, on alors- est dans la réalité, on est dans la vérité. mais Tournons ça d'une façon, disons, pas négative, mais positive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, répondre à ce désir-là, ou à ces élans-là d'imagination, ou ce désir-là d'avoir une imagination, de vivre une vie formidable, un peu comme ce que Laurence disait. Où est-ce qu'on peut satisfaire cet appel-là de l'imaginaire, par exemple? C'est clair, ma question? Ouais, mais moi, je- l'évangile qui me convertit, c'est la Samaritaine. Là. Puis c'est quoi l'histoire de la Samaritaine? C'est une femme qui a eu 5 maris, qui est comme tout le temps insatisfaite, qui est tout le temps en train de chercher autre chose, puis qui rencontre le Christ, puis le Christ lui dit « J'ai vu ta soif infinie, j'ai vu que tu as toujours soif, ben j'ai la solution. » Je dis toujours à Brigitte, si tu savais le don de Dieu, parce que Ben, c'est ça que Jésus dit C'est à la la parole C'est vrai, que le moine c'est m'a vrai. adressée, si Puis tu savais le don de c'est- Dieu. Mais moi, pour répondre à cette question-là, je dirais dans la prière, dans l'oraison, dans la contemplation, j'ai vécu, moi, des moments Des buzz. quasiment extatiques Mhm. avec Dieu. Fait que, puis c'est tellement... je veux dire, ça te nourrit pour 6 mois. Là. Mais Plus c'est parce- simplement le sport, moi, je pense. Là, Non, mais- puis des bonnes relations. C'est- Ça peut aider aussi. C'est parce que c'est ça, au fond, qu'est-ce qu'on désire fondamentalement comme être humain, c'est l'extase. On veut sortir de soi-même, on veut être uni à quelque Ben chose ouais. de plus grand que soi. Ben ouais. On veut la transcendance. va être comme des L'enthousiasme, On va être en comme des Dieu. dieux, c'est ça? Écoute, ça donne une joie, une paix, qu'il n'y a aucune dope, même aucune relation humaine a Les- pu me donner. tu sais, Il faut c'est- pas des paradis artificiels, il faut le paradis réel. Le vrai, royaume est puis déjà au milieu de nous. Là. tu vis maintenant.
OK. Cela dit, une bonne bouteille de vin, c'est le fun aussi entre amis. Là. C'est Mais comme pas- le royaume sur terre. Mais pas la bière que vous avez brassée au Verbe. Elle était très bonne, là, je m'excuse. La jubilaire? Hey, sur Ça, ces- ça donne le goût d'arrêter. Pour les alcooliques qui nous écoutent, là, la C'est un bon jubilaire truc. du Verbe. Sur ces belles paroles, merci beaucoup à vous trois. Salut, merci à tout le monde. Merci à Brigitte. Encore. Barthélémy Rieux, Marianne Martin à la technique, qui font un travail formidable. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode dont On n'est pas du monde.